Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. La semaine dernière, nous nous sommes quittés juste avant la marche républicaine qui a rassemblé 4,5 millions de Français, chiffre que pour une fois personne ne conteste. Cette manifestation où l'on aura vu Clémentine Autain défiler derrière Netanyahou et Lieberman a été, face au désastre, une sorte de French Pride, expression que j'emprunte à François de Closet. Pour honorer la mémoire de gauchistes rigolos, je dis cela avec affection, nous avons acclamé les CRS et chanté la Marseillaise. Dans la foulée, on a vu l'Assemblée nationale se lever comme un seul homme pour acclamer le discours de guerre et de vérité du Premier ministre et le président parler de la fierté d'être français. Et enfin, presque toute la presse a communié sous le drapeau tricolore. Désormais, François Hollande s'affirme comme le garant de l'esprit du 11 janvier, tâche plus exaltante que l'inversion de la courbe du chômage sans doute, mais peut-être encore plus difficile. Alors, on nous dit souvent, Alain Finkielkraut, que plus rien ne sera comme avant et tout est pareil. Pourtant, cette fois-ci, on a l'impression que peut-être le retour au statu quo n'est pas possible et qu'on ne pourra pas encore cacher le réel sous le tapis de la bien-pensance. Alors avant de nous interroger sur les limites et les fractures de cette belle unité, j'aimerais savoir si vous avez été saisi, frappé par cet esprit du 11 janvier. Oui, j'ai été évidemment saisi, comme vous le dites. Il s'est produit quelque chose de prodigieux. Le jour même de la tuerie de Charlie Hebdo, Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques, a diffusé ce message. Le respect pour la religion est devenu une expression codée, substituée à la peur de la religion. La religion, comme toutes les autres idées, mérite la critique et aussi notre manque de respect sans que la peur nous saisisse. Charb, malgré les avertissements, malgré les supplications, malgré les procès en islamophobie qui lui étaient intentés, même dans son propre camp, n'a pas laissé la peur le saisir. Il l'a payé de sa vie. Et près ou plus de 4 millions de personnes sont descendues dans la rue le 11 janvier 2015 pour lui rendre hommage et pour revendiquer, en disant « Je suis Charlie », le droit à l'irrespect. Alors, moi, je me demande s'il n'y avait pas tout de même... Parce qu'évidemment, chacun est venu avec sa cause. Il y a quand même une ambiguïté constitutive dans ce genre de rassemblement. Et je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui, un sondage, nous indique que plus de 40% des Français disent qu'au contraire, il ne faut pas critiquer les religions. Alors, peut-être, mais en même temps, ils sont 7 millions qui vont acheter le numéro de Charlie, qui, une nouvelle fois, représente le prophète. Donc, la récidive de Charlie est aujourd'hui plébiscitée. Mais quand je parle d'irrespect, il faut bien comprendre que celui-ci ne s'arrête pas à l'opinion des autres. Charlie, dans ce qu'il avait de meilleur, ce n'était pas seulement la satire, c'était le non-sérieux. On l'a beaucoup dit, d'ailleurs, le jour d'après, les conférences de rédaction de l'hebdomadaire donnaient lieu à des affrontements intenses, véhéments, homériques, jusqu'à ce qu'une blague les interrompe. La blague, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la blague détend l'atmosphère en faisant souffler un vent de scepticisme sur les opinions de chacun. Vous voulez dire que le droit au respect, c'est aussi le droit à l'humour, à la plaisanterie. Le non-sérieux appartient à cette modalité, à cet âge du rire qu'on appelle l'humour et qui a beaucoup de mal à s'acclimater en terre d'islam. On y pratique la censure sans hésiter, énormément, on y rit, mais jamais de soi. Et il est vrai qu'en disant « je suis Charlie », nous n'avons pas voulu laisser le dernier mot à la peur. La France a signifié qu'elle ne pactisait pas. Ce faisant, elle fermait la longue parenthèse enchantée de l'après-guerre. Et ironie suprême, elle enterrait, vous l'avez dit dans votre présentation, Elisabeth Lévy, elle enterrait l'esprit de 68, dont Charlie était aussi l'un des derniers fleurons.
68-2015. Donc c'est un peu paradoxal. Vous voulez dire que finalement nous entérinons cet esprit de sérieux. Non, justement. Non. L'esprit de Charlie, c'est autre chose que le non-sérieux. Il y avait quelque chose de militant dans Charlie. 68-2015, c'était le bon temps de ce qu'on pourrait appeler la radicalité insouciante. D'accord. La rébellion heureuse, la transgression peinarde. On s'insurgeait en toute quiétude contre le système, on combattait la répression, on dénonçait le pouvoir, on déconstruisait savamment toutes les formes de domination, comme si rien de grave ne pouvait nous arriver. L'histoire n'était pour nous qu'un magasin de défroques. Et nous revêtions avec une particulière excitation le costume du résistant. 68, les étudiants en colère scandent CRS, SS. 2015... Vous dites nous, en même temps. Oui, nous, CRS, SS, je ne l'ai pas trop dit quand même. Bon, pas trop dit. Bravo. Vu la famille d'où je venais, ça m'était difficile. Mais j'ai dit beaucoup d'autres bêtises. Bon. Tant mieux. Oui, peut-être. 11 janvier 2015, eh bien, on acclame les forces de l'ordre, et vous l'avez dit également, on entonne la Marseillaise. Ce n'est plus la société qui se révolte contre l'État, c'est la nation qui se mobilise et qui défend ce qu'elle a de plus cher, la laïcité, parce qu'elle sent peser une menace existentielle. Charb avait pressenti ce changement d'époque. Il était trop inquiet pour rester 68 heures ou post-68 heures. La réalité de l'ennemi avait, si vous voulez, assombri sa vision du monde, d'où cette phrase « J'ai moins peur de l'intégrisme religieux que des laïcs qui s'écrasent ». Et en bon anard munichois, Delfeil de Thon, l'un des fondateurs de Charlie, lui reproche aujourd'hui de ne pas s'être écrasé et va jusqu'à lui imputer, dans le dernier numéro de l'Obs, la responsabilité du massacre. Mais cette voix est quand même très dissonante, fort heureusement. J'ajoute quand même que Charb était en même temps resté quelqu'un justement qui avait cette sorte de légèreté. Bien sûr. Il disait cette chose. Il disait moi, je dis la première connerie qui me passe par la tête, et puis après il faut que je dise la deuxième. Et il avait effectivement des illuminations comiques. Oui, bien sûr. Et il avait à mon avis. Ce leitmotiv, Allah Akbar, Allah Akbar. Il envoyait des messages aux autres journalistes en disant « Rends-moi ton papier, Allah Akbar, Allah Akbar ». Et tout seul dans son bureau, il criait tout le temps « Allah Akbar, Allah Akbar ». Non, c'était un... Voilà. Et c'est quelqu'un, je crois, qui n'avait pas peur, en fait, qui ne vivait pas avec la peur. Il vivait sous protection, mais il n'était pas... Oui, il a eu cette phrase selon laquelle il préférait mourir debout, phrase aussi dont lui fait grief. Oui, absolument. Delfeil de Thon, et il n'était pas classable. C'est-à-dire que les plus militants de Charlie ne sont pas vraiment contents qu'il ait une liaison avec Jeannette Bougrabe, et ils lui ont fait savoir, ce qui oblige Chelsea dans Paris Match à publier des photographies de leur amour. Enfin, oblige, je ne sais pas, mais en tous les cas, cette histoire est tout à fait triste. Oui, fermons la parenthèse, mais justement, avant d'en venir à ceux qui ne sont pas Charlie, même dans ceux qui sont Charlie, parce qu'après tout, le Clésio, me semble-t-il, s'est associé. C'est ce malentendu-là que je voulais vous... que je voulais vous interroger. Alors, mais justement, je ne pense pas que le Clésio se soit... associés, nous y viendrons peut-être de manière un peu plus précise. Oui. Je dirais qu'il a mis, si vous voulez, toute son autorité de prix Nobel de littérature au service de la philosophie de l'excuse. Et ce n'est pas être Charlie, c'est être, si vous voulez, un représentant éminent face à ce que j'ai appelé la semaine dernière le parti du sursaut, du parti de l'autre. Mais, je le disais... dans ce défilé, il y avait le peuple uni et manquait les jeunes des quartiers dits populaires. C'était le peuple sans les quartiers populaires. La foule était beaucoup moins bigarrée
qu'en 1998, pour célébrer la victoire de la France lors de la Coupe du Monde de football, et qu'en 2012, pour fêter l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Et il n'y avait pas de drapeau, évidemment, il n'y avait que des drapeaux français. Et fait quand même tout à fait étonnant, cette absence a été notée, y compris par Julien Drey dans Le Monde, ce qui m'a beaucoup étonné. Mais alors, est-ce que cela signifie que nous sommes en train de constituer dans nos imaginaires un eux et un nous? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a deux France séparées par une barrière ethnique? Est-ce que c'est ça qui est en train de se... C'est-à-dire, je dirais plutôt que le parti de... l'imaginaire est troué par l'irruption de la réalité. Au lieu des sobriquets laborieusement inventés pour nommer le monde dans lequel nous vivons, eh bien, quelque chose apparaît. Et c'est ça qui est très important. La France Black Blamber n'était pas là. On l'a dit sur le moment, pas toujours, mais on a essayé de le dire. Et cette absence a été confirmée dans les jours qui ont suivi. Le camp du refus de la minute de silence à l'école s'exprimait à voix forte sous deux formes. Soit pour dire que les insulteurs du prophète, comme disent aujourd'hui les journalistes, absolument, le prophète, enfin écoutez, non, mais on dit les insulteurs du prophète l'avaient bien cherché, première version, deuxième version, plus raide encore, tout cela est un complot. Ces assassinats n'ont pas eu lieu. C'est un complot du président de la République avec l'aide soit de l'Amérique, soit d'Israël. Et en plus, les partisans, les complotistes, brandissaient à l'appui de leur thèse leur téléphone portable parce qu'ils l'avaient lu sur Internet. Internet qu'on veut introduire aujourd'hui à l'école pour en résoudre la crise. Oui, mais c'est un autre problème. Mais moi, d'ailleurs, cet aspect m'avait échappé. Heureusement que le grand connaisseur d'Internet que vous êtes peut me l'apprendre. Mais justement, ce qu'on voit... Ah, mais c'est très bien. Pardon, allez-y. Allez-y, non. Je vous en prie. Justement, je ne suis pas un connaisseur d'Internet et je l'ai lu dans les journaux. Ces journaux même qui, depuis des années et des années, édulcorent, euphémisent, dénient même la terrible réalité de la sécession culturelle dans un certain nombre de quartiers et de villes, eh bien, tout d'un coup, ils disent les choses. À Marseille, dans le journal du dimanche, on vous dit, à Marseille, Marseille n'est pas Charlie. Marseille n'est pas Charlie. Tourcoing n'est pas Charlie. Grigny n'est pas Charlie. Saint-Denis n'est pas Charlie. C'est donc ce que je vous disais. Est-ce que, d'abord, je voudrais dire que s'ajoute, disons, à cette partie, en tous les cas, de la population immigrée qui n'est pas Charlie, est soutenue par, vous en avez parlé, les habituels tenants de la politique de l'excuse, qui là prennent vraiment leur envol. On en a vu quelques-uns, le Divine de Bantigny. Allez-y, pardon. Il y a pire, mais vous avez tout à fait raison. Les professeurs disent qu'ils sont débordés, qu'ils n'y arrivent pas. Ça fait 10 ans qu'ils le disent. 10 ans qu'on ne les écoute pas. Mais aujourd'hui, l'événement est d'une telle force éruptive qu'on les écoute enfin et que la presse commence à faire son travail. Oui. Mais que disent-ils, les professeurs? Qu'ils ont vraiment du mal à faire comprendre à leurs élèves que les blasphèmes de Charlie, l'irrespect de Charlie, pour reprendre le mot de Salman Rushdie, ce n'est pas la même chose que Dieudonné, que Shoah Ananas, et que la Shoah c'est du bidon. Forisson a raison, la Shoah c'est du bidon, slogan du jour de colère d'il y a un an juste. Et voici que Ronnie Broman, dans Le Monde, et je le dis avec une certaine solennité, une grande tristesse, Ronnie Broman légitime cette confusion en disant le droit à l'outrance doit s'appliquer à tous, car si nous avons aboli le délit de blasphème, alors il faut s'opposer à toutes les lois mémorielles et il faut laisser s'épanouir Dieudonné.
le non-respect d'une croyance est mis sur le même plan que la négation d'un fait. Et d'un fait aussi massif que l'assassinat des Juifs et des Tziganes dans la Deuxième Guerre mondiale. Dans son texte, quand même, il faut préciser que Ronnie Broman dit qu'évidemment, ses propos lui inspirent, les propos négationnistes lui inspirent le plus grand dégoût. Bien sûr, il se sent blessé, mais il a l'air de dire qu'il se sent blessé au même titre qu'un certain nombre, ou une majorité de musulmans se sentent blessés par le blasphème. Mais alors, il y a un problème. Je trouve cette confusion absolument terrible. Mais sous une forme peut-être plus légère, cette confusion justement, qui me semble très problématique, à un moment où on doit en plus réfléchir aux limites de la liberté d'expression et essayer tout de même de ne pas la rétrécir au moment où on défend Charlie Hebdo, il me semble qu'il y a une confusion grave entre d'un côté ce droit, moi je pense que blasphème est un mot religieux en quelque sorte, donc il faut dire le droit de critiquer, le droit de libre examen de toute autorité spirituelle, de toute religion, d'un côté, qui est une caractéristique française en quelque sorte, ou pas seulement, mais quand même qui n'est pas, par exemple, de même nature aux États-Unis ou dans des pays démocratiques. Donc d'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, la question de la liberté d'expression, des limites éventuelles et des sanctions qu'on doit apporter à ces manquements. C'est-à-dire, et on peut penser que les peines de prison ferme prononcées par des tribunaux sont tout à fait excessives. En France, même quand on dit des horreurs, on ne va pas en tôle, et qu'en même temps, elle ne relève pas de la même problématique. Comment sortir de cette confusion qui n'est pas faite que par Ronnie Broman? Elle est faite par plein de journalistes, par plein de gens qui disent « Ah, pourquoi Dieudonné? Pourquoi Dieudonné, pas Charlie ?» Voilà. Cette confusion est absolument mortelle. Quand le chevalier de la Barre refuse d'enlever son chapeau au passage d'une procession, au XVIIIe siècle, on le condamne à mort, malgré l'intervention de Voltaire. Celui qui vous dit la Shoah, Faurisson a raison, la Shoah, c'est du bidon, n'est pas un moderne chevalier de la Barre. Ce n'est pas parce que pour nous, tous les événements sont sacrés, qu'on peut parler, si vous voulez, qu'on peut faire l'analogie avec le refus islamique du blasphème. Le fait que si tous les événements sont sacrés, c'est précisément parce que nous considérons que nous vivons dans une histoire et que cette histoire, il nous revient, pour en être les héritiers, de la prendre en charge, de la regarder en face. Cette confusion, je le disais, est absolument mortelle, mais moi, je ne suis pas pour un acharnement judiciaire, Elisabeth Lévy. Voilà, je pense simplement qu'avec Dieudonné, nous choisissons entre deux inconvénients. Soit on le condamne pour « Je suis Charlie Koulibaly » et on en fait, dans ces lieux que j'ai cités, que j'ai énumérés de manière non exhaustive tout à l'heure, un martyr, soit on le laisse donner dans tous les zéniths des villes de France ses spectacles, et ainsi il réussit tranquillement à propager le mensonge et la haine. On ne gagnera pas contre lui, ni d'une manière, ni de l'autre. Et maintenant, la question, c'est de savoir comment arracher ces jeunes gens qui, comme le dit Yanis Roder, n'ont que 500 mots à leur fascination pour Dieudonné. Je ne sais pas. Mais quand je lis sous la plume de Jean-Marie Leclésio, que précisément ces gens qui basculent dans le dieudonisme, voire dans la délinquance, voire dans le djihadisme, le font parce qu'ils ont été mis en échec à l'école, parce que la vie autour d'eux ne leur a fait rien qu'un monde fermé où n'avaient pas leur place, croyaient-ils. Je me dis que là, nous sommes en grand danger. La République n'est pas coupable de la haine dont elle fait l'objet. Elle fait preuve, au contraire, d'une sollicitude extrême. Elle accueille les nouveaux arrivants, elle les loge, elle les scolarise, elle les assiste, elle les soigne quand ils sont malades. Si précisément ils se referment sur eux-mêmes pour élaborer
face aux vérités factuelles, un contre-discours haineux, la République n'y peut rien et elle ne doit pas se battre la coupe, elle doit combattre cela. C'est pas ce que faisaient un certain nombre d'auteurs de tribunes cette semaine, dont ces professeurs, qui disaient nos élèves sont devenus des assassins parce que nous partons en vacances et mettons des beaux vêtements pendant que les pauvres, etc., etc. Et on en a vu beaucoup et on n'a pas le temps d'en parler, je vous jette juste la question. Moi, j'ai l'impression que vous avez parlé du camp de l'autre et du camp du sursaut. On peut penser peut-être, en tous les cas, Manuel Valls, avec son discours unanimement salué, peut-être incarner le camp du sursaut, mais le camp de l'autre reste tout de même assez... et moi, ce sondage dont je vous ai parlé, je le trouve inquiétant parce que ça veut dire que je ne sais pas si les Français sont prêts à se battre pour ce droit de critiquer les religions au moment où, en plus, on voit ces violences dans le monde arabe, mais dans le monde musulman, pardon. Si les Français choisissent précisément de s'écraser, si la philosophie de l'excuse finit malgré tout par l'emporter sur le sursaut, alors on peut être sûr que les Juifs partiront. Eh bien, cela nous amène à notre dernier sujet. Justement, les Juifs de France sont dans une étrange position. Votre place est en Israël, leur dit Netanyahou. La France sans les Juifs n'est pas la France, répondent Manuel Valls et François Hollande. Sur Causeur, le débat fait rage entre Barnaby, que les propos de Bibi Netanyahou ont absolument indigné, Luc Rosenzweig qui les approuve. Qu'en pensez-vous, vous, Alain Finkielkraut ? Je pense, si vous voulez, une chose. La rue arabe a manifesté sa haine de Charlie pour la dernière couverture après le carnage. Oui, et en Algérie, c'était très violent. Ouais. Or, l'immigration arabo-musulmane, eh bien, elle vient de cette rue-là. Donc, elle vient des nôtres maintenant. Oui, mais bien sûr, mais ce sont des enfants d'immigrés. Oui. Donc, si l'immigration continue comme cela, à ce rythme, c'est mathématique, les Juifs seront de plus en plus nombreux à partir. Si en plus, la philosophie de l'excuse l'emporte encore une fois sur la lucidité, alors ils n'auront aucune raison de rester. Mais évidemment, je n'aime pas, moi, que l'Aliyah soit choisie exclusivement pour des raisons négatives. J'aimerais que ne partent en Israël que ceux qui adoptent le projet sioniste. Ce qu'a dit le président israélien, je crois. Quant à la présence de Netanyahou, une chose, il était tout à fait normal qu'Israël soit là lors de cette manifestation parce que c'est la même furie meurtrière qui frappe dans une synagogue de Jérusalem-Ouest et au magasin Hyper Cacher et à Charlie Hebdo. Ça, j'espère que les gens en prennent conscience. D'ailleurs, il y a eu assez peu de protestations et de braillements. Non, j'aurais aimé que ce soit le président d'Israël qui vienne et non Benjamin Netanyahou, Lieberman et Naftali Bennett, parce que ces trois-là sont en campagne électorale. Et je dois ajouter que j'ai été, j'ai eu un sentiment de honte lorsque j'ai entendu à la synagogue la victoire, Bibi. J'aurais eu la même honte d'ailleurs si j'avais entendu Tzipi pour Tzipi Livni. Nous sommes, jusqu'à plus ample informé, des citoyens français et non des citoyens israéliens par procuration. Et d'ailleurs, mais Israël avait toute sa place dans la marche du 11 janvier. Mais un certain nombre d'ailleurs d'autorités, je crois le président du consistoire, ont été, je crois, très clairs là-dessus. Je voudrais vous poser une question conclusive, Alain Finkielkraut. Au bout du compte, vous avez, dans le fond de cette tragédie, vous tirez des conséquences vous voyez un effet de réel, vous voyez un coin du voile se lever. Exactement. Et on voit aussi des raisons d'espérer et de désespérer. Alors quelles sont celles qui l'emportent pour vous? Pour le moment, je ne saurais pas dire. Je voudrais quand même souligner ce qu'avait d'inattendu et la grande marche du 15 janvier, mais peut-être du 11 janvier. Mais la lucidité
n'a pas gagné la partie. J'en veux pour preuve, si vous voulez, et je terminerai sur cette citation, la surprise extraordinaire que j'ai éprouvée en lisant ces lignes d'Imre Kertész dans son dernier livre, L'ultime auberge. Un autre prix Nobel, mais évidemment, il est juif, il vient d'Europe centrale, et il ne se paye pas de mots. Et voici ce qu'il écrit. Les jours misérables du déclin de l'Europe, c'était avant, évidemment, ces massacres. L'Europe s'aplatit devant l'islam, le supplie de lui faire grâce. Cette comédie me dégoûte. L'Europe meurt de sa lâcheté et de sa faiblesse morale, de son incapacité à se défendre et de l'ornière morale évidente dont elle ne peut s'extraire depuis Auschwitz. Elle est née d'un soulèvement contre la tyrannie orientale, les guerres médiques, et meurt avec la capitulation devant la puissance orientale la plus indigne, les Palestiniens. Et je souscris à cette phrase. C'est beau comme du Alain Finkielkraut. Non, je souscris à cette phrase, moi qui suis par ailleurs signataire de J. Cole et qui défend mordicus la solution de 2 États. Bon, eh bien, je ne sais pas si c'est une marque d'optimisme de terminer sur celle-là. Merci, cher Alain Finkielkraut. Je suppose qu'une actualité plus normale, entre guillemets, va reprendre ses droits. Et c'est sans doute là qu'on verra si ce coup de réel produira un changement autrement que dans les discours. En attendant, on vous lit dans Causeur, où vous êtes en excellente compagnie avec Philippe Muret. Bonne semaine à tous.